Merci à tous les 5 d'être là. Est-ce que Myriam El Khomri est connectée ? Elle va sans doute nous rejoindre en cours de route. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Jean-Louis Morizzi. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Bienvenue. Ravi d'être là. Jean-Louis Morizzi, vous êtes donc président de la commission sociale de la FHP. On va commencer simplement dans les métiers de la santé. Depuis quand est-ce qu'on a du mal à recruter ? Alors, on a une vraie crise qui s'est révélée avec la crise Covid, mais il faut reconnaître, depuis de nombreuses années, on a des pénuries, des tensions qui peuvent se régler et qui se sont réglées par exemple sur le métier d'infirmier à partir du moment où on a commencé à réglementer l'accès directement au mode d'exercice libéral. Mais ça fait plusieurs années. Par contre, nous n'avions jamais fermé de lit par manque d'infirmières. Et par exemple, si on prend la région de Toulouse, en ce moment, on a plusieurs centaines de lits qui sont fermés pour cause de manque d'infirmières. Alors, c'est vrai qu'il y a la crise Covid, elle n'explique pas tout, mais c'est vraiment aujourd'hui récurrent. Donc c'est une lame de fond qui a commencé il y a un moment. Pourtant, sur Parcoursup, les élèves sont nombreux à demander les professions des métiers de la santé. Alors souvent, la question qui nous est posée, les métiers ne sont pas attractifs. Et effectivement, cette année, on a pu faire sur Parcoursup une analyse. Si je prends la région Occitanie, par exemple, la région Occitanie offre 2500 places de formation sur le métier d'infirmier. Alors, en premier choix, à la sortie de Parcoursup, plus de 80 000 demandes d'élèves. C'est énorme, c'est énorme. Donc ça veut simplement dire qu'il y a une véritable appétence vers ces métiers de l'humain. Aujourd'hui, on se rend compte, d'abord, on paie très durement les choix qui ont été faits dans le passé, finalement, de numerus clausus et de contingentement de ces métiers. Et ensuite, je crois qu'il y a un travail de fond à faire pour nous, c'est qu'il va falloir aller au-delà et aller devant il y a deux moments dans la vie où les choses se décident, c'est en classe de 3e et en première terminale. Par exemple, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne dans nos professions à aller en classe de 3e et accueillir dans un véritable dispositif des stagiaires dans nos établissements pour leur montrer quels sont les métiers et les carrières de la santé, tout simplement parce que bien souvent nos métiers sont mal connus. Avant de poursuivre, je voudrais poser à la salle et à tous ceux qui nous écoutent derrière leur écran une question, un nouveau sondage que nous allons faire, qui va s'afficher. Si, sur l'attractivité des métiers du soin, l'attention doit être portée sur l'impulsion d'une vraie dynamique en faveur de la formation, l'adaptation des métiers de la santé aux enjeux de l'innovation numérique ou la promotion des métiers du soin auprès des enfants et des jeunes adultes. On verra tout à l'heure les résultats de ce sondage. Monsieur Morizzi, vous dites qu'il faut donc plus d'écoles pour former les élèves. Oui, il faut plus d'écoles. Alors d'ailleurs, M. Véran l'a annoncé. Donc la FHP, nous avons été... le Premier ministre Jean Castex a une particularité, c'est qu'il connaît bien notre métier. Il a été directeur d'ailleurs dans cette région, dans ma région, il a été directeur de DAS dans le Var. Il a demandé un rapport. Et ce rapport, aujourd'hui, concrètement, va se réaliser, puisque Renaud Muselier, qui préside la région, a annoncé des créations de places. Donc, ils ont aujourd'hui mis en œuvre une nouvelle politique. On va donc avoir 6 000 places d'élèves infirmiers en plus et 14 000 places d'aides-soignants en plus. Donc, on a, nous, pu travailler sur des chiffres consolidés avec le public et le PSPH. On sait que sur les 10 années qui arrivent, avec les départs à la retraite et les nouveaux besoins, on a plus de 100 000 postes aujourd'hui qui sont à pourvoir. Est-ce qu'on sait si les élèves qui commencent leurs études dans les métiers du soin vont au bout et rentrent dans les professions ? Alors ça aussi, c'est une nouvelle difficulté. Parcoursup, avec le choix de Parcoursup, on se rend compte que, et notamment on l'a vu sur la région Aura, puisqu'on a fait un travail d'analyse sur la filière infirmier aussi. Donc 20% des élèves qui rentrent en école d'infirmière, s'ils vont au bout du parcours, souvent, une fois qu'ils ont obtenu le diplôme, n'exercent jamais et
utilisent le niveau licence qu'ils ont obtenu pour ensuite faire une passerelle. C'est énorme, 20%. C'est énorme. Ça, c'est les effets pervers de Parcoursup, je crois. Ça fait partie des effets pervers. C'est parce qu'ils choisissent à défaut ? Oui, bien souvent, vous avez échoué sur des études de médecine où vous faites le calcul de vous dire je vais avoir du mal à passer la première année de médecine avec le PACES et donc je fais la stratégie d'aller sur une diplôme parallèle qui va peut-être me donner la possibilité dans 3 ans d'avoir acquis une maturité et de pouvoir passer le diplôme. Voilà. Et ça, c'est une faute pour nous parce que tout simplement, nous avions l'habitude de faire un prévisionnel. Et notamment, je vous rappelle, puisque les quotas d'élèves infirmiers sont fixés selon les besoins, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on fixe des besoins, mais ces besoins, quelque part, sont détournés. Je voudrais donner la parole à Myriam El Khomri. Je rappelle que vous êtes directrice du conseil CIACI Saint-Honoré. Vous avez remis un rapport à Agnès Buzyn en octobre 2019 sur l'attractivité des métiers du grand âge. Donc, il y avait les aides-soignants, les auxiliaires de vie à domicile. C'était quoi les grandes lignes de ce rapport ? Merci à vous. Oui, les grandes lignes de ce rapport, c'était en effet de traiter de la question de l'attractivité. Autour de la question de l'attractivité, on voit bien qu'il y a le besoin d'avoir, on va dire, une politique stratégique qui implique, à mon sens, 4 grands axes. Parce qu'il y a en effet l'accès à la formation, on vient d'en parler. Il y a le développement très concrètement de l'apprentissage aussi, de l'alternance dans ce secteur-là. En octobre 2019, il y avait à peine 600 apprentis aides-soignants dans notre pays. Donc on voit bien que là, il y a une dynamique en la matière, mais je pense que l'alternance et le développement de l'alternance est un élément clé dans ce secteur-là. Et puis, il y a 3 autres piliers et on peut parler du recrutement, de l'élargissement du sourcing. Mais pour moi, il y a un point qui est clé, c'est la question de la fidélisation. C'est qu'il y a beaucoup de professionnels aussi qui quittent la profession et donc se posent clairement, une fois que le recrutement, on va dire, est soigné, qu'est-ce qui est une intégration réussie ? On a trop d'exemples aujourd'hui de stagiaires qui interviennent, qui ne sont pas attendus, qui ne sont pas toujours bien accompagnés. Donc ça, c'est un élément aussi clé. Et puis, il y a l'enjeu, pour moi, qui est aussi important, c'est les conditions d'emploi et de rémunération. Alors, le Ségur de la santé a permis d'améliorer sensiblement les rémunérations et c'est une bonne chose. Néanmoins, on a tout un champ qui reste encore à travailler. C'est l'organisation du travail, c'est la collaboration, le management participatif. Et on voit bien que sur l'amélioration des conditions de travail, on a aujourd'hui des points qui semblent assez critiques. Alors nous, on a travaillé que sur le grand âge, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui se développent un peu innovantes, on va le dire, en termes d'organisation, en termes de management, sur les services d'aide à domicile, ce qu'on appelle par exemple la méthode dite de Buurtzorg, qui ont un impact réel en termes de baisse de l'absentéisme, en termes de baisse du turnover. Donc voilà, il y a peut-être une logique d'investissement à repenser aussi dans ce secteur-là. De quelle méthode vous parliez concrètement ? La méthode de Buurtzorg, c'est des équipes, alors c'est sur les services d'aide à domicile, on est sur quelque chose mais on le sait, dans la gestion hospitalière, il y a aussi ce qu'on a pu appeler aussi l'hôpital magnétique, le Magnet Hospital, qui permet justement, en effet, d'avoir une vision, on va dire grand angle, où c'est à la fois les processus, c'est le contexte d'organisation, de management, l'autonomie et la responsabilité qu'ont les soignants, la circulation de la parole, la collaboration, qui sont aussi mis en exergue. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on travaille, qu'on aide en tout cas les établissements à travailler les enjeux de fidélisation, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, on a une sinistralité qui est beaucoup trop importante dans ce secteur-là, un absentéisme qui est extrêmement fort, et on sait que l'absentéisme engendre de l'absentéisme aussi. Dominique Carlac, on parlait, Myriam El Khomri a évoqué les problèmes salariaux pour les soignants. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ? Sur quel levier on pourrait agir ? Comment on pourrait faire ? Alors, je vais peut-être pas parler au nom de la profession en la matière, parce que là, vous me posez une question un peu politique. En fait, on se rend compte que derrière les points que souligne Madame la Ministre,
il y a le problème fondamental de l'attractivité. Et on se rend compte, dans des secteurs qui sont massivement, entre guillemets, consommateurs de main-d'œuvre humaine, qui ne sont pas basés sur un outil productif qui est la machine, mais un outil productif qui est l'homme et la femme, qu'aujourd'hui, tous ces secteurs-là partagent les mêmes difficultés de recrutement, de fidélisation, d'attractivité. C'est vrai dans le secteur santé, c'est vrai dans le secteur de la propreté, c'est vrai dans le secteur de la maintenance, c'est vrai dans le secteur... Tous ces secteurs qui sont très consommateurs de main-d'œuvre et où on a des pénuries de main-d'œuvre et des pénuries d'attractivité et donc de fidélité. Et il n'y a pas, heureusement ou malheureusement, je ne saurais pas mettre d'adverbe là-dessus, que le salaire qui résout le problème. Bien sûr. Il se trouve que dans certains secteurs, on offre des salaires et que ce n'est pas pour autant qu'on résout le problème. Pourquoi ? Parce qu'on a 3 problèmes, mais je ne voudrais pas sortir de mon rôle aujourd'hui, qui est de parler du secteur santé. Mais on a un problème majeur qui a été analysé et benchmarké par rapport à l'ensemble des pays du monde, c'est qu'on a un problème de mobilité en France. C'est-à-dire que la mobilité pour aller trouver un travail, c'est compliqué pour les Français de prendre la voiture, parfois il n'y a pas de solution d'ailleurs, ouais. Et puis de trouver un emploi là où ils se trouvent. Et la dynamique des bassins d'emploi ne correspond pas forcément à la dynamique des populations et des mobilités de population. Et ça, c'est un facteur qui n'est pas propre au secteur de la santé, c'est un facteur qui est propre à beaucoup de secteurs consommateurs de main-d'œuvre et qui ont besoin d'avoir des bassins d'emploi largement pourvus, mais là où les gens n'habitent pas forcément. Donc ça, c'est un premier critère. Il y a un deuxième critère qui est l'inadéquation entre formation initiale et système de formation et besoins, où les gens sont complètement déphasés entre ce qu'ils ont appris à l'école et puis ce qu'il faut réellement faire au travail. Mais comment ça se fait ? Ça se fait que probablement les systèmes éducatifs ont été disjoints ou trop longtemps éloignés du système des besoins des patients ou des clients. Je vais prendre un exemple, l'exemple de l'apprentissage. Typiquement, dans le secteur de la santé, il y en a peu. Il y en a peu parce que c'est le système lui-même de la formation en apprentissage n'est absolument pas adapté au parcours de soins et à prendre en charge des patients. Donc tant qu'on n'aura pas résolu l'équation qui consiste à mettre en phase un système de formation avec l'évolution des besoins, on aura cette distorsion entre offre et demande d'emploi. Alors il y a d'autres critères, mais je voudrais pas aller au-delà des critères, on va dire, macro. Et bien évidemment, tout à l'heure, il y avait un témoignage qui était très intéressant. Les salaires, c'est pas un sujet tabou, il me semble, dans la profession. Tout à l'heure, on a eu 2 témoignages avant la pause, d'entreprises qui font partie de la fédération qui disent nous on va faire les efforts qu'il faut, mais pour l'attractivité et la fidélisation il n'y a pas que le salaire, non, il n'y a même pas si que on y ça, travaille ça compte aussi. Et que ça n'est pas tabou. Et alors cette difficulté d'apprentissage dans les métiers de la santé, comment on peut la résoudre, Christine Schibler ? Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire, qui est une particularité de notre secteur, pour rebondir sur votre intervention, Dominique, c'est qu'en fait, on est sur des professions qui sont réglementées. Donc, ça veut dire qu'on est dépendant du ministère de la Santé, qui doit prendre un certain nombre de décisions pour qu'on puisse détendre ce marché de l'emploi pour avoir des professionnels à recruter. Donc, ça veut dire que effectivement, il faut avoir des maquettes de formation qui permettent d'adapter ces formations aux conditions de l'apprentissage. Et donc ça, c'est le job du ministère de la Santé. Donc c'est vrai qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a eu des bonnes nouvelles cette année passée parce que on a beaucoup milité aux côtés des autres fédérations pour obtenir des décisions, notamment d'inclure de reconnaître les métiers de la santé comme métiers en tension, de bénéficier donc d'orientation de sommes du plan de relance pour la promotion professionnelle. Donc ça, c'était des bonnes nouvelles. Ceci dit, et je mets un tout petit modulo sur les 6000 formations qui sont annoncées par le ministre, parce que c'est insuffisant. On a 100 000 emplois disponibles. Et sur l'apprentissage, on pourrait vraiment doubler le nombre d'apprentis qu'on pourrait recevoir, pour autant que les quotas sont libérés, que les formations et les maquettes, effectivement, sont adaptées aux conditions d'apprentissage. Voilà, donc il y a des choses à faire. Et c'est vrai que nous, au niveau de la Fédération de l'hospitalisation privée, on a vraiment, vraiment envie
de sortir de 20 ans de pénurie renouvelée et aujourd'hui aggravée. On ne peut plus attendre. Jean-Pierre Willem, je rappelle que vous êtes, excusez-moi, consultant, enseignant à la Sorbonne et expert en droit de la formation professionnelle. Il y a l'attractivité des métiers pour les jeunes qui commencent leurs études, mais il y a aussi des possibilités de reconversion. Oui, alors il y a les deux, et on peut retrouver à travers les formations en alternance qu'évoquait Myriam El Khomri ou l'apprentissage dont vous parliez, le lien entre les deux, parce que ce sont des dispositifs qui pourraient permettre de traiter à la fois l'entrée dans le métier et la reconversion. On a fait, vous faisiez allusion aux reconversions, je viens de terminer avec BVA, un travail, alors ils ont interrogé plus de 5000 personnes, dont plus de 1000 personnes qui se sont reconverties, etc. C'est en train d'être publié, c'est pas encore sorti, mais ça va l'être, et qui casse un peu les représentations quand on parle de reconversion, parce que on s'aperçoit en matière d'éducation et en matière de formation, on a quand même des modèles culturels qui ont à peu près 2 siècles et qui sont très prégnants, et qui correspondent mal à ce qui se passe aujourd'hui. Et on a constaté que 40% des gens qui se reconvertissent le font en accédant directement à l'emploi qu'ils visent. C'est-à-dire sans passer par un parcours préalable long de formation, alors que tous nos systèmes sont organisés pour d'abord, je fais un bilan, je fais un projet, je me forme, et dans 6 mois, 1 an, etc., j'aurai peut-être le Graal de l'emploi. On s'aperçoit que les individus qui font le parcours de manière un peu autonome, on en a quasiment la moitié qui commencent par dire, si je veux me reconvertir, il faut que j'accède d'abord à l'activité et je me formerai après, en la faisant. Et si on prend l'alternance, par définition, l'alternance, l'apprentissage, c'est le fait de mettre quelqu'un en situation alors qu'il n'est pas qualifié sur la fonction qu'il va occuper. Par définition, il va se former en même temps qu'il va exercer le métier. Et c'est là qu'on se heurte à ce que vous indiquez, c'est-à-dire qu'avec les professions réglementées, on a du mal à le faire parce que, et vous n'êtes pas les seuls, tous les secteurs qui ont... je prendrai deux exemples dans le secteur des transports, et absolument pour les mêmes motivations, c'est-à-dire la sécurité des usagers ou des clients. On cumule les obligations en amont. Et d'ailleurs, je fais une petite incidente, vous êtes dans vos métiers sur un modèle où on a concentré la sécurité sur la compétence individuelle des personnes. C'est-à-dire où on a dit longues études de médecine, longues études d'infirmier, et la compétence de la personne fera la sécurité des patients. Ce qui crée d'ailleurs chez les individus qui sont dans ce modèle-là, le fait que c'est leur professionnalisme qui va permettre de régler les situations parce qu'ils ont été bien formés. Et vous voyez que quand ensuite vous mettez des contraintes sur les activités elles-mêmes que vous normez, sur les processus d'activité que vous normez, vous cassez le modèle de référence, c'est-à-dire que vous avez expliqué aux gens qu'il faut qu'ils se forment longtemps pour être très compétents et que du coup la solution est en eux, pour après leur dire qu'il faudra quand même qu'ils suivent certains process qui ne viennent pas d'eux mais que leur impose, et que c'est ça qui va faire la sécurité des individus. Et donc on a une espèce de schizophrénie entre le modèle initial et ensuite la réalité auquel les gens sont confrontés, et actuellement on est dans les 2 champs de contraintes cumulées. C'est-à-dire beaucoup d'obligations en amont et malgré tout des contraintes qui ne sont pas dans un système de confiance et que certains peuvent vivre comme un système même de défiance, puisqu'on ne va pas faire confiance à leur professionnalisme. Et donc je pense que si on est dans l'idée qu'il faut normer les pratiques, ou en tout cas qu'il faut avoir des bonnes pratiques à respecter, etc., alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut alléger les contraintes initiales et favoriser les accès plus rapides à l'activité en revoyant 2 choses, en revoyant les référentiels. Ça me paraît une évidence. On ne pourra pas développer l'apprentissage dans le secteur ou dans les métiers de la santé sur les métiers réglementés si on ne revoit pas les référentiels de certification et si on ne les conçoit pas surtout dans l'idée qu'on n'a peut-être pas besoin d'une qualification complète pour commencer à exercer le métier dans certaines de ces dimensions. Je vais vous donner un exemple pris dans un autre domaine, mais qui suscite exactement les mêmes débats, y compris d'ailleurs dans les relations sociales. Quand vous faites il y a un métier qui est également pénurique, il y en a beaucoup, c'est celui de conducteur de train. Et la formation initiale pour conduire un train, c'est 18 mois. Mais vous apprenez à conduire une multitude de trains. Sachant que quand vous allez débuter dans le métier, pendant 3 ou 4 ans, vous n'en conduirez qu'un type.
Mais on considère que pour la sécurité, alors en même temps, il y a une fertilisation des compétences, hein, on n'est pas dans la technicité, j'apprends à parler, à piloter un seul train, etc. Le fait de pouvoir en conduire plusieurs me donne aussi plus d'autonomie si jamais il y a un incident. Il ne faut pas nier ça. Mais en même temps, on s'aperçoit que les gens ils vont conduire un mode de train et que 3 ou 4 ans plus tard, quand ils vont changer, de toute façon, il faudra les reformer. Mais bien sûr, parce que la compétence, elle est vivante. On ne la stocke pas. Et c'est comme, enfin, je veux dire, les sportifs connaissent bien ça. Hein. Si j'arrête de m'entraîner, le marathon, il devient plus difficile. Et si je m'entraîne tout le temps, ça peut encore aller. Bon. Et donc, ces durées longues où on pense que le professionnel doit être un professionnel complet avant de pouvoir exercer son activité, c'est une contrainte qui se justifie si ensuite il est en autonomie complète pour réaliser l'activité. Si je la norme par ailleurs, peut-être que je peux envisager les choses différemment. Bon, Christine Schibler, vous vouliez réagir? Non, mais c'est très très intéressant ce que vous dites parce que ces maquettes de formation, ces référentiels de formation, il faut vraiment les revoir. C'est-à-dire qu'on est sur un système qui n'a pas bougé depuis très longtemps et aujourd'hui on peut plus attendre. Donc il faut faire travailler, il faut arriver à obtenir de travailler sur ces sujets-là. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais aussi emploie la fédération, ça c'est sûr. Myriam El Khomri, j'avais l'impression que vous aussi, vous aviez quelque chose à ajouter sur ce sujet. Non, je partage et je pense qu'il y a aussi un enjeu, au-delà de la réglementation, il y a un enjeu aussi très culturel au sein du ministère de la Santé autour de cet enjeu de l'alternance. Voilà, je le dis parce que dans le cadre du rapport qu'on a remis, on a vraiment beaucoup réfléchi, on a réussi à supprimer le concours d'accès à la formation d'aide-soignant pour qui ne limite absolument pas la durée de la formation, et on a bien vu que ça pouvait aussi faciliter les choses. Je crois qu'il y a un autre sujet sur l'engagement, on va dire, des professionnels en santé, c'est la capacité à pouvoir se projeter. Et on voit bien aussi que s'agissant des jurys de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, que là aussi, nous avons beaucoup de difficultés à reconnaître. Alors, vous avez beaucoup de faisans fonction dans certains établissements, en tout cas dans les EHPAD, c'était extrêmement présent. Et donc, on a des difficultés aujourd'hui très techniques sur les territoires pour réunir ces jurys. Je pense que développer la formation, c'est en effet aller solliciter les jeunes au sein des écoles, mais c'est aussi à la fois permettre le développement de l'alternance et permettre aussi qu'il y ait un plus grand développement de la VAE et de l'accompagnement à la VAE dans ce secteur-là. Et on voit bien que sur ces champs-là, on n'est pas encore allé suffisamment loin. Et puis on a vu aussi trop souvent une aide-soignante qui voulait devenir infirmière qui était finalement, parce que ça coûte cher pour l'établissement aussi, qui était bien souvent en obligation de démissionner, d'aller à Pôle emploi et se faire financer sa formation par la rémunération de fin de formation, par la R2F. C'est des réalités en tout cas en tant que ministre, la part des professionnels de santé qui utilisaient la rémunération de fin de formation était extrêmement importante. Donc on voit bien là aussi qu'il faut être en capacité de permettre ces promotions. Ouais. Et là, il me semble que la FHP a fait un immense travail avec l'OPCO Santé, avec des financements aujourd'hui qui sont mobilisés dans le cadre du plan de relance. Et je pense que ça, c'est un élément déterminant aussi parce que on voit bien que avec les débats et les accords sur la proie, voilà, on a perdu un peu de temps aussi en la matière. On va revenir sur la VAE, mais d'abord sur l'apprentissage, j'ai une remarque. Outre le besoin de nouvelles maquettes de formation, les compétences du ministère de la Santé, il nous faut obtenir une modification du droit du travail avec l'égalisation de clauses de dédit formation, c'est-à-dire l'équivalent du droit à servir dans le secteur public. Une réaction? Oui, Jean-Pierre Ville. Oui, c'est propre ça aux formations réglementées. Je vais encore vous donner une analogie, mais avec le secteur des transports. Quand on est sur une profession réglementée, avec en plus une maquette qui fait que vous utilisez finalement très peu l'apprenti pendant que il est en formation, par justement la diversité des activités qu'il doit avoir, des stages qu'il doit faire, etc. Et au final, ça veut dire que je vais assurer une rémunération pendant 3 années éventuellement, avec très peu de contrepartie.
Quand on dit ça au ministère du Travail, ils nous disent ah oui, mais un apprenti, clause de déformation, c'est pas possible, etc. Et vous avez les tribunaux qui vous disent oui, mais le salaire, c'est la contrepartie du travail, et donc on peut pas en demander le remboursement. Sauf que dans une activité de formation où vous ne travaillez pas en fait, où vous êtes en train de vous former, et il y a très peu de retour pour l'établissement, l'idée, le salaire et la contrepartie du travail, ça marche pas. Sauf, on a donc là, pour les métiers, je vais vous donner un autre exemple. On a des manques de conducteurs, pas simplement de train, mais aussi de bus. Et pour conduire un bus, il faut avoir le permis. Donc quand je recrute un apprenti, je commence par le former, lui donner le permis, puis après je le fais travailler. Bon, ben vous avez une part assez significative, on est à peu près sur les 20% que vous évoquiez tout à l'heure, de jeunes qui rentrent comme apprentis, passent le permis, une fois qu'ils ont le permis, ils arrêtent leur contrat, ils vont bosser ailleurs. Et donc, l'entreprise ne peut pas porter, on ne peut pas demander à l'entreprise de porter cet investissement sur lequel elle n'a aucune garantie qu'une fois que le diplôme est obtenu, ben les gens vont rester, quelle que soit l'attractivité des conditions qu'on leur donne, et on n'a pas non plus de moyens de contractualiser au-delà du diplôme. Parce que c'est ça, en fait, la clause de dédit, c'est pas punitif, c'est on prend un engagement mutuel sur un parcours qui va durer le temps du diplôme et le temps d'après. Et là-dessus, on a un peu de blocage, effectivement, à lever. Sinon, ça veut dire que ce ne seront pas les établissements qui pourront porter cet investissement-là, parce que c'est démesuré. Alors après, il y a une question qui est un petit peu plus profonde sur la nature même de l'investissement. Quand j'investis en formation, j'investis dans des compétences. Les compétences, elles appartiennent à l'individu. L'enquête à laquelle faisait référence ce matin Paolo sur l'engagement des salariés. Si l'individu cesse d'être engagé dans son activité, les compétences sur lesquelles j'ai investi, je les ai plus. S'il s'en va, je les ai plus. Vous savez quel est le secteur en France qui forme le moins ? Enfin, qui forme le moins. Je vais le dire autrement. Qui envoie le moins, c'est salariés en formation. C'est le secteur de l'hôtellerie-restauration. Est-ce qu'on peut considérer que l'hôtellerie-restauration est en France un secteur d'activité qui n'est pas performant? On connaît quand même un peu la gastronomie. Bon. Et pourquoi on a très peu d'envois en formation? Pour deux raisons. D'abord parce que les méthodes de formation, c'est plutôt de se former dans le travail que d'aller se former en stage ou à l'extérieur. On apprend par les maisons par lesquelles on passe. Ça, c'est quand même une réflexion. Hein. Par quel établissement je suis passé et qu'est-ce que j'ai acquis comme professionnalisme, c'est peut-être plus intéressant que quelle certification j'ai pu obtenir dans la construction du professionnalisme. Et ensuite, parce qu'on est dans un métier de fort turnover. Et dans un métier de fort turnover, si les gens restent 1 an et demi, 2 ans, un dirigeant normalement constitué, il n'a aucun intérêt à investir massivement dans les compétences de ces personnes-là. Alors, ça renforce ce qui était dit, c'est-à-dire que on ne peut pas considérer la formation seule, elle est prise dans un environnement, et c'est tout le système de management, mais en même temps, les gens, ils ne sont pas attachés ad vitam aeternam. Donc il faut accepter qu'on ait des contractualisations qui aillent un peu au-delà du parcours de formation et qui incluent le travail et qui lui fassent une plus large place. Jean-Louis Morezzi, concernant les aides-soignants et la promotion possible pour devenir infirmière, est-ce qu'elles sont nombreuses, les aides-soignantes, à souhaiter devenir infirmière, et est-ce que ça peut être une piste possible ? C'était, il y a quelques années, la voie normale. On rentrait dans ce métier-là, et d'ailleurs, vous savez, il y a une directrice des soins des hôpitaux de Paris qui a commencé comme agent de service hospitalier, qui est une aide-soignante infirmière et qui a après passé le concours de l'ENA. Je veux dire, aujourd'hui, on a mis une chape de plomb. Avec la création du LMD, aujourd'hui, on a mis une chape de plomb. Si on prend la situation avant la réforme de la formation professionnelle, quand on avait notre OPCA, on consacrait à peu près un budget pour amener une aide-soignante au métier d'infirmière, il faut 100 000 euros sur 3 ans. Hein, puisque vous avez une aide-soignante, ensuite, à partir du moment où elle est en poste, elle doit, si elle se forme, garder son salaire. Donc il faut, comme le disaient Christine et M. Willem, il faut qu'on change. C'est-à-dire que la proposition que fait la FHP aux partenaires sociaux et au gouvernement, c'est de revoir les maquettes de formation et, par exemple, dire, aujourd'hui, quand vous faites l'école d'infirmière, au bout d'1 an, vous avez l'équivalent du diplôme d'aide-soignant. Donc, il faudrait travailler par maquette et par bloc de compétences et dire, finalement, une aide-soignante, parce que beaucoup d'aides-soignantes me le disent quand je vais dans les services. Vous savez, monsieur, j'avais pas la maturité à un moment, j'ai voulu trouver un travail rapidement, j'ai choisi le métier d'aide-soignant. Aujourd'hui, quand je vois dans le service, je travaille en binôme avec une infirmière et puis je me rends compte que je suis capable
J'ai la maturité. Aujourd'hui, j'ai compris que je pouvais le faire. Et je souhaite. Vous demandez juste de remonter votre main par rapport au. Voilà. Je souhaite pouvoir le faire. Et donc, ils veulent se lancer dans la formation. Et donc, nous, ce qu'on propose aux partenaires sociaux, dans l'accord de formation professionnelle qu'on a mis en place et qu'on souhaite j'espère qu'il sera signé. On aura une réponse au mois d'octobre. Donc, on prépare, on fait une proposition. Cette élève, cette aide-soignante, on lui propose donc ce que l'on souhaiterait, c'est qu'elle puisse rentrer directement en deuxième année. C'est-à-dire, en parallèle, les quotas supplémentaires, avoir des quotas qui soient dédiés uniquement à des élèves aides-soignantes qui vont devenir infirmières. À ce moment-là, l'entreprise met une parenthèse à son contrat, le transforme en contrat, toujours en CDI, mais contrat d'apprentissage. Le salarié garde son travail et ensuite, une année pris en charge par l'entreprise et une année qu'on essaie de financer à travers notre fonds de formation professionnelle qui est mutualisé. Voilà, ça permettrait. Mais aujourd'hui, si on ouvrait à nouveau la possibilité aux aides-soignantes de devenir infirmières, une grande partie de la solution serait trouvée, tout simplement parce qu'on a des gens qui connaissent le métier. D'ailleurs, dans le rapport qui a été rendu à M. Castex, il nous le disait, beaucoup d'élèves s'engagent dans le métier et la formation d'infirmiers, et puis ils se rendent compte que finalement, ils ne sont pas faits pour ça, ils ne se sont pas rendus compte de l'élément humain de ce métier-là, alors que les aides-soignants, ce sont des gens qui le connaissent bien et qui ont envie de continuer. Et donc, je crois qu'une partie de la solution, elle est là. Dominique Carlac, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que quand des métiers sont en tension et qu'on s'organise pour raccourcir le temps d'accès à la formation, là c'est hyper pragmatique. Ça révèle deux choses. C'est que les partenaires sociaux peuvent se mettre d'accord là pour le coup sur un tel enjeu d'emploi. Et puis ce que j'ai entendu aussi à travers les prises de parole précédentes, c'est que c'est véritablement un ascenseur social, votre secteur. C'est qu'on va accélérer l'ascenseur social si on prend le problème à bras le corps et qu'on n'a pas de pudeur à se dire quelqu'un qui a déjà travaillé pendant 1 an dans le milieu hospitalier, bien sûr qu'il doit arriver en deuxième année automatiquement. J'ai pas le détail technique de la mesure, de la proposition, mais en tout cas on ne peut que la soutenir. Dans le problème des VAE, il y a un problème récurrent, c'est l'attente d'un jury pour valider. J'ai une question, pourquoi ne pas inscrire sous forme de certification la validation progressive de compétences ? Ça faciliterait à terme l'ESSO AS IDE, IDE vers IAED, IBOD en validant en amont les acquis de compétences, plutôt que d'attendre d'un jury VAE de recevoir un dossier dont la géométrie est forcément variable. Qui veut réagir sur cette question ? Je pense que c'est une piste à étudier, effectivement. C'est vrai que dans les dispositifs de transition collective, donc avec la promotion professionnelle de salariés dans d'autres secteurs qui sont en train de se former pour être aides-soignants, par exemple, on va voir, je crois, tout à l'heure un petit reportage sur cette question-là. On voit qu'au bout de 14 mois, il peut y avoir des mois et des mois d'attente de jury de VAE. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que nous, dans le cadre de nos propositions, on a demandé au ministère de la Santé un certain nombre de choses, donc sur l'ouverture des quotas, les adaptations que j'ai citées tout à l'heure, mais on a aussi proposé de s'engager donc à trouver des personnes avec les autres fédérations pour participer à ces jurys, pour accélérer les processus, pour prendre plus d'apprentis, prendre plus de stagiaires, etc. Donc on propose vraiment, on a besoin de résoudre ce problème de pénurie de personnel, mais on est aussi prêt à prendre des engagements pour participer à la résolution du problème, parce que on doit être partie prenante, puisque une partie de la formation se fait bien sûr sur nos terrains de stage et dans nos établissements. J'ai beaucoup de remarques et de questions, donc comme il nous reste un peu plus d'un quart d'heure, je vais les relayer au fur et à mesure, et ceux qui veulent intervenir, n'hésitent pas. Xavier Niel a créé l'école 42, qui consiste à reconvertir n'importe quelle personne au domaine de l'informatique. Pourquoi ne pas répliquer cette expérience dans la formation médicale ? Qui veut réagir ? Parce que vous avez toujours... Alors, la sécurité dans votre secteur est parfois l'alibi de l'immobilisme. C'est-à-dire qu'au nom de la sécurité, on considère que rien n'est possible parce que sinon, c'est mettre en péril la santé des gens, etc. Alors, peut-être que des lignes de code, c'est moins dangereux, mais je suis pas sûr que certains actes sur les personnes, faudrait voir. Il y a quand même un processus très sélectif dans l'école de Xavier Niel. Faut passer par la piscine quand même, donc c'est pas à portée de tout le monde, mais c'est une manière de dire on va vérifier
l'engagement et certaines capacités. Vous voyez, dans la sélectivité, on va vérifier l'engagement et certaines capacités, et ensuite on fera confiance aux personnes pour se former. Je clôture juste d'un mot. Vous savez on parlait d'apprentissage, on a une réforme qui a libéralisé l'apprentissage, donc qui fait qu'aujourd'hui on peut créer des CFA librement sans autorisation. Après 1 an et demi à peu près de mise en œuvre complète de cette réforme, je faisais un petit bilan avec pas mal de CFA, et je leur demandais quel est le métier qu'ils avaient dû créer des métiers du fait de cette réforme, parce que ça avait changé leur activité, etc. Et de manière quasi unanime, ils m'ont dit on a recruté des community managers, quel que soit leur secteur. C'est-à-dire que leur premier problème aujourd'hui, c'est pas de produire des cursus, c'est pas de les transformer, c'est pas de les modulariser, ce qui est vraiment une problématique, c'est de dire les gens que vous voulez attirer, en fait, c'est pour ça qu'il faut le penser dans l'environnement dans lequel on se trouve. Vous êtes aussi en compétition avec tous les autres secteurs qui ont exactement les mêmes problématiques et qui se posent des questions d'attractivité, etc. Il faut penser qu'il y a une offre qui est à disposition des jeunes aujourd'hui, qui est peut-être plus large que celle qui existait, et il faut aller effectivement vers les personnes. Et je crois que c'est pas simplement un problème de connaissance de métier, mais je pense qu'il faut réfléchir son attractivité en termes d'attractivité comparative et ne pas rester simplement qu'est-ce qui dans notre secteur est attractif ou pas. Il faut le penser par rapport à sur un bassin d'emploi, finalement, entre quoi et quoi les gens ont le choix. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils viennent chez nous ? Je suis frappé, moi justement toujours avec les CFA, ils reçoivent des centaines de jeunes chaque année qui viennent ou qui viennent pas, ils font des portes ouvertes, etc. Quand vous leur demandez, est-ce que vous avez analysé pourquoi les gens ne viennent pas, pourquoi ceux qui sont venus voir 3 fois, ils sont pas revenus, etc. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils ont préféré autre chose, etc. Et je pense qu'il faut avoir une vraie démarche comparative vis-à-vis des candidats. J'ai une question importante. Que penser quand l'ordre professionnel menace d'attaquer un établissement qui a des apprentis pour exercice illégal du métier concerné ? Est-ce que quelqu'un a une... Alors, c'est arrivé sur le métier de kinésithérapeute. Je crois, c'est arrivé une fois. Hein. Si je prends la région ici, la région sud, on a sur 2 écoles, Nice et Marseille, 60 élèves apprentis en kinésithérapie. Les 60 places sont pleines immédiatement. Par contre, c'est vrai que ensuite l'exercice, alors c'est important, l'apprentissage, quelque part, c'est un binôme avec un salarié de l'établissement, et c'est ce qu'il faut faire. Et là, la question que vous posez, simplement, c'était certainement un établissement où les kinés en exercice et en contrat avec l'établissement étaient des kinés libéraux, et c'est vrai qu'il y a des petits trous dans la réglementation, et ça marche mieux quand ils sont accueillis par des kinés salariés. Et là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais que j'en ai discuté avec le président de l'ordre ici dans la région, et il est très favorable au développement de l'apprentissage. Merci. On va regarder le résultat du sondage que je vous ai proposé tout à l'heure. Sur l'attractivité des métiers du soin, l'attention doit être portée donc pour tout le monde en priorité sur une vraie dynamique en faveur de la formation, puis l'innovation numérique et ensuite la promotion du métier des soins. Dominique Carlac, justement, beaucoup de professionnels disent que les métiers de la santé vont connaître des évolutions majeures dans les années à venir avec les technologies, le numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Comment on va affronter ces évolutions ? À 10 minutes de la fin, je vais peut-être prendre un petit peu de hauteur par rapport à nos débats et répondre à votre question, bien évidemment, à la lumière de cette hauteur. D'abord, je voulais remercier Lamine de son invitation. Je suis très sensible à l'invitation en tant que vice-présidente du MEDEF, mais également à titre personnel. Pourquoi ? Parce que je tiens à le remercier devant vous, qui êtes ses adhérents, pour son implication dans la présidence du comité des acteurs santé qu'il a pris depuis 1 an. Il représente bien vos professions, il fédère toutes les initiatives et tous les messages que vous voulez porter, et surtout il change le regard, il change le logiciel sur ce que vous représentez. C'est important pour nous au MEDEF de changer le regard sur des secteurs dont on a toujours le prisme de la réglementation, de l'autorisation. Là on a véritablement une mise en lumière de c'est un secteur qui investit, c'est un secteur qui est lié à la souveraineté de notre pays, et c'est un secteur qui est lié
à la compétitivité et à la dynamique économique de notre pays. Donc je tenais à le remercier et à le rappeler et à expliquer pourquoi aussi nous étions là. Deuxième élément, issu de ce travail dans le comité que Lamine préside, 4 propositions sont en train de sortir. La première d'entre elles, c'est ce que j'entends depuis ce matin, ce sont des propositions sur l'emploi et l'attractivité dans les métiers de santé. C'est vraiment indispensable de les porter nationalement et en interpro, parce que sinon, on s'en sortira pas, on pourra tomber dans des réflexes corporatistes comme quelque part celui que vous avez soulevé tout à l'heure à travers votre question. Deuxième point des travaux qui sont portés par ce comité, l'organisation des parcours de soins, avec quelque chose qui est que, certes, on a de plus en plus de besoins pour une question purement démographique sur les parcours de soins, pour des raisons également de maladies chroniques ou de pandémies qui se sont écoulées. On a de plus en plus de besoins, mais qui ne sont pas exclusivement sur des professions purement médicales, qui sont sur des professions paramédicales. Ouais. Et là, on va avoir le chaînage qui est qu'on peut résoudre pas mal d'équations sur cet appétit qu'ont les Français et ce besoin qu'ont les Français d'être pris en charge, d'être sûrs qu'ils auront accès aux soins, mais qu'ils ne seront pas bloqués par, finalement, des adhérences et un vieux logiciel. Et donc, c'est là que j'arrive à la réponse à votre question. On a des opportunités qui sont liées au développement des nouveaux métiers paramédicaux et que la fédération doit porter, et liées également aux nouvelles technologies. Alors il y a juste un petit mais, c'est que l'acceptabilité sociale et sociétale de ces nouvelles technologies dans ces métiers n'est pas évidente. Elle peut être crainte. On peut avoir des peurs qui sont soit des peurs liées à son métier d'origine, soit des peurs beaucoup plus profondes. Et donc le vrai travail de fond que la profession doit faire, c'est travailler sur cette acceptabilité et donc faire de la pédagogie, énormément de pédagogie en disant tout le bien que ça peut apporter non seulement à la profession mais également in fine aux patients. De la formation et puis du témoignage. J'ai été frappé par votre remarque sur les CFA qui ont ouvert et qui ont tous envoyé des community managers et des besoins en la matière. Je pense que on est à l'ère du testimony, du rôle modèle, de la valorisation de vie ma vie et c'est pas si mal. Et donc je pense qu'il faut vraiment faire ce gros travail de pédagogie. Ouais. Le recours aux technologies dans le secteur de la santé sont des facilitateurs, ne sont pas des freins ou des substituts à l'humain. On reste dans des métiers qui sont à 100% l'humain. Il va falloir convaincre aussi les patients. Alors oui, en effet, il faut convaincre des patients et c'est tout l'enjeu de se dire en fait, on inclut l'expérience patient, en quelque sorte, et les technologies nous le permettent, on inclut le patient dans le processus. Et on résout à la fois le frein de ces évolutions de prise en charge, mais on le rend acteur. C'est d'autant plus facile de faire accepter ces mutations technologiques. Alors justement, j'avais une suggestion. Faut-il promouvoir le métier de technicien de santé qui consiste à former du personnel soignant pour surveiller les patients à domicile grâce aux objets connectés, grâce au numérique, on peut maîtriser les ressources personnelles et contrôler les dépenses de santé. Alors, on peut. Alors, c'est un peu l'illustration, la question et l'illustration sous forme de question de mon propos. Et puis, on peut aussi benchmarker. On a fait des études sur les soins bucco-dentaires, sur tout un tas de soins, en benchmarkant quelques pays européens et dans le monde. Il n'y a aucun tabou là-dessus, encore une fois. C'est que si on veut vraiment répondre aux attentes de la population, d'être sûr d'avoir un accès aux soins, il ne faut pas être bloqué. Il ne faut pas être bloqué sur toute cette chaîne. Et en plus, je le répète, ça permet de développer l'emploi et ça permet, encore une fois, l'ascenseur social. Parce qu'il n'y a pas pire pour un ascenseur social que de devoir attendre à travers un concours. Or, toute la prise en charge des patients ne doit pas relever de concours. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, alors je ne sais pas à qui je vais poser la question précisément, mais de la formation en e-learning pour les métiers de la santé? Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Myriam El Khomri. Oui, je pense que de toute façon le dernier référentiel, par exemple, qu'on peut regarder le décret qui est sorti sur le métier d'aide-soignant, n'interdit pas une forme de digitalisation de la formation.
Et ce qui est très important dans le numérique, alors c'est pas 100% de la formation bien évidemment qui doit être faite dans le numérique, mais on voit bien que l'aide virtuelle peut amener à faire certains exercices. Enfin voilà, et c'est pas la classe à distance comme on a pu le connaître dans certains IFAS au moment de la crise du Covid. C'est véritablement l'hybridation des formations, la réflexion sur l'innovation pédagogique, c'est toutes ces questions-là. Donc moi je n'y vois aucune difficulté et je crois que puisque je crois que c'est à Gap qui a un IFAS qui depuis des années forme avec une partie en e-learning. Voilà, c'est après la capacité à tester la concentration de la personne, à tester avec des exercices pratiques. Donc il ne faut pas avoir une vision complètement, toute la formation bien évidemment ne peut pas se faire à distance. Néanmoins, ça peut avoir un vrai impact et ça peut permettre aussi de mieux mailler le territoire aujourd'hui parce qu'on a encore des trous dans la raquette en termes d'offres à la fois IFSI ou IFAS. Donc ça, c'est un élément qui peut être attractif. Et vous avez un très beau rapport, je crois, de Marc Bouquin et de Philippe de Normandie, me semble, sur le numérique et notamment la question du grand âge. On voit bien que ça peut rendre aussi attractif certaines formations. Donc je pense qu'il faut absolument pas avoir de de dogme par rapport à cette question-là. Et je voudrais rajouter que sur la question notamment du passage d'un aide-soignant en infirmier, j'étais aux côtés d'Agnès Buzyn en mars ou février 2020, qui s'était engagée à ce que la formation, qu'un AS puisse devenir infirmier en 2 ans. Donc j'espère que tout cela est en cours parce qu'en effet, ça permettra de former plus de monde aussi et qu'il y a une forte attente dans ce cadre-là. J'ai une question pour Christine Schibler. Est-ce que la FHP compte recruter plus de professionnels de santé les années prochaines et y a-t-il un grand écart de salaire entre public et privé ? Alors oui, on souhaite recruter plus de professionnels de santé. C'est un besoin absolu que nous avons, d'autant plus dans la période actuelle qui est caractérisée par un retard de soins lié aux déprogrammations, etc. Donc on a vraiment besoin d'avoir des établissements qui ont leurs équipes en entier pour pouvoir proposer l'ensemble de leurs soins aux patients. Donc et il y a aussi derrière un enjeu bien sûr de qualité et de sécurité, puisque le soin c'est un métier qui est basé beaucoup sur le travail en équipe, et donc la persistance d'une équipe stable et gageur aussi de qualité. Donc oui, fermement, on va recruter plus de professionnels de santé. Et la question des salaires ? Alors la question des salaires, c'est plus compliqué. On va faire le verre plein et le verre un peu vide, si tu es d'accord, Lamine. Alors, ce qui s'est bien passé, vraiment, et c'était une reconnaissance de nos soignants que nous avons beaucoup apprécié, c'est que pendant la crise et au cours du Ségur 1, nous avons eu quasiment les mêmes conditions de prime pour nos soignants, donc on va dire juste avant l'été 2020. Donc ça, c'était quelque chose d'important, et je dis que c'était une bonne nouvelle parce que on n'a pas toujours eu ces transpositions. Pour le Ségur 1, nous avons une transposition en cohérence avec le public, donc les choses se sont bien passées. C'est vrai que là maintenant, il faut qu'on aille chercher cette reconnaissance de nos soignants. On se bat pour, donc on a eu une transposition d'une partie du Ségur 2, donc bon, bien sûr c'est déjà une bonne nouvelle, mais la meilleure nouvelle ça aurait été d'avoir 100% de cette transposition. Donc voilà, on a une vigilance de tous les instants. On milite, et Lamine l'a rappelé hier, donc dans le cadre de notre projet stratégique, sur la question de l'équité au sens large. Donc l'équité, c'est bien sûr les financements, mais c'est aussi la transparence, c'est l'accès aux autorisations, mais bien sûr et surtout pour nos soignants à qui nous le devons. Nous souhaitons avoir des conditions de rémunération qui soient strictement identiques, ou on va dire en cohérence avec le public, parce qu'on n'a pas exactement les mêmes fonctionnements, donc il faut reconnaître que c'est pas forcément à la ligne, ouais. mais voilà, la plus grande cohérence possible, puisque aussi il faut organiser l'attractivité et la fidélisation des professionnels de santé. C'est aussi leur possibilité de travailler dans différents secteurs, dans différents métiers lors de leur carrière. Donc des passages du public au privé, ouais. Sanitaire au médico-social, et entre les différentes activités. Merci beaucoup. Lamine Garbi. Oui, quelques mots, bien sûr. Monsieur, j'ai deux de vos réflexions que je ferai miennes.
La sécurité est le garant de l'immobilisme. Dans nos réunions médecins le soir, où ils nous expliquent toujours que le médico-légal, le médico empêche de faire, je leur dirais que s'ils se bougeaient un peu le cerveau, ils trouveraient des solutions et que ça avancerait plus vite. La compétence, elle est vivante, bravo, parce que c'est vrai que c'est une évidence, mais encore faut-il la formaliser, et merci pour vos interventions. Madame la ministre, merci également pour votre présence et puis votre pertinence et toujours votre acuité sur les sujets et je dirais votre prise en compte des particularités de notre secteur. Merci beaucoup pour votre présence et également, comme Églantine, votre sourire qui est communicatif et merci à vous. Merci. Jean-Louis et Christine, je garderai mes remerciements pour après, mais vous le savez, toute l'estime que j'ai pour le travail que vous faites à la commission sociale et Christine au sein du 106. Dominique, tu as l'élégance de parler des autres et je voulais t'en remercier sur la présidence d'acteurs de santé. Mais surtout, je voudrais associer à ta présence Geoffroy, bien sûr, notre président, et Patrick Martin. Et tu as eu l'élégance ou la discrétion de ne pas dire que vous avez tout de même, avec notre ministre de l'économie, sauvé l'économie, sauvé les entreprises, sauvé les petits commerces, sauvé tout ce monde pendant cette pandémie, sauf la santé parce qu'on s'est débrouillé seul. J'avais une ligne directe avec Agnès Buzyn et notre ministre et on s'est débrouillé tout seul parce qu'il y avait urgence en février et mars 2020 pour trouver des solutions avant que les répercussions de la crise soient pour l'entreprise. Donc voilà, vous avez le MEDEF a sauvé l'entreprise nationale, l'économie nationale, pardon. Et c'est vrai que je voulais rendre hommage à tout le travail que vous avez fait, beaucoup de travail dans l'ombre, beaucoup de travail, je dirais, qui a été forcément caché parce que c'était des discussions quotidiennes avec le ministre de l'économie, le président de la République, le Premier ministre. Et voilà, je voulais rendre hommage au MEDEF parce que par discrétion et élégance, tu ne l'as pas fait, mais je voulais devant tout le monde vous remercier pour l'économie. Merci, c'était pas quotidien, c'était même bi-quotidien, et on est très heureux qu'on n'ait pas eu ce mur de faillite et ce mur de chômage grâce à ces travaux de l'interprofession. Et merci de l'avoir souligné, Lamine. Merci à tous les 5. Merci de vos interventions. Merci beaucoup.